Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire autour des messageries sécurisées de santé. On va attendre une petite minute, le temps que tout le monde se connecte, même si on est déjà un peu en retard. Petit rappel des bonnes pratiques, même si je pense que vous avez l'habitude. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un onglet dédié pour ça qui s'appelle questions. Donc n'hésitez pas, il y aura plusieurs temps dédiés à ça. Donc les intervenants y répondront. Le support que vous avez à l'écran sera en ligne sur le site de l'agence, tout comme le replay. N'hésitez pas à vous mettre en plein écran pour avoir une meilleure lecture du support. Voilà. Mathieu, je crois que c'est à toi que je passe la main. Et puis, bon webinaire à tous. Oui, bonjour à tous. Merci d'être présents. Donc aujourd'hui, un webinaire sur les établissements de santé et MS Santé. On va essayer de parcourir un peu les éléments en allant effectivement refaire une présentation, même si ça commence à être bien connu sur qu'est-ce que MS Santé et où est-ce qu'on en est. On viendra et puis on essaiera de voir comment est-ce qu'on peut rejoindre l'espace de confiance ensuite. Aujourd'hui, donc, m'accompagneront dans la présentation, puis plus largement, qui est l'équipe MS Santé au sein de l'Agence du numérique en santé. Donc, on est une équipe de 5 en tout à travailler sur le sujet. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Mathieu Slezard. J'interviens en tant que chef de produit sur l'offre MS Santé et l'offre de messagerie de l'Agence du numérique en santé. Et je suis accompagné aujourd'hui donc de Édouard et Mike sur la partie espace de confiance, donc la partie un peu plus technique, on va dire, et de régulation de l'espace de confiance. Et nous rejoindrons un peu plus tard, effectivement, Anne Laurin et Anne Benayoun sur la partie plus déploiement. Donc, une équipe, effectivement, qui se coordonne autour de nous tous. Quelques mots sur l'Agence du numérique en santé. Potentiellement, si vous êtes habitué aux différents webinaires qu'on organise très régulièrement et dont vous pouvez retrouver la liste sur notre site internet, il y a 3 rôles fondamentaux qu'il faut connaître au sein de l'Agence du numérique en santé. C'est qu'il y a déjà un rôle de régulateur pour créer les conditions du développement et de la régulation du numérique en santé. C'est d'ailleurs une de nos notions d'être régulateur de l'espace de confiance MS Santé, de proposer un cadre effectivement pour le développement des messageries sécurisées de santé en France. Un rôle d'opérateur qui est l'idée, c'est d'assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets numériques d'intérêt national avec le développement de plusieurs projets, et un rôle de promoteur, enfin un rôle plus au sujet du déploiement et aussi afin de pouvoir bien communiquer, déployer, épauler et rendre pédagogique les différentes actions qu'on est en train de mener au niveau du numérique. Donc effectivement, déployer les usages et des services créés et permettre aux professionnels usagers de bénéficier des innovations numériques. Si on rentre un peu plus dans le détail de MS Santé, on peut on peut se poser un peu pas mal de questions en termes d'usage, mais on a fait un peu le tour de différents usages qui peuvent être très clairs pour les professionnels de santé et du médico-social. C'est qu'effectivement, si on souhaite recevoir les résultats de biologie médicale, les comptes rendus de consultation de mon patient, transmettre des photos, évidemment, informer l'ensemble de l'équipe de soins d'une nouvelle information de santé, compléter et échanger des documents autour de la prise en charge médico-sociale et sociale. On le sait effectivement dans la coordination autour, par exemple, de DAC, ça peut être intéressant. Et puis faire une demande d'avis complémentaire à un ou une confrère-consoeur, notamment dans le cadre en anticipation d'un acte de télémédecine. On a pas mal de possibilités d'échanger, de besoins d'échange d'informations de santé, de données à caractère personnel. Et c'est dans ce cadre-là, comme vous pouvez vous en douter, tous ces cas d'usage, évidemment, sont des cas d'usage qui peuvent rentrer dans l'usage de MS Santé. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, si on passe à la slide suivante, donc aujourd'hui, on va aborder 3 grands sujets. Je commencerai par vous présenter qu'est-ce que MS Santé et où on en est. Nous aborderons effectivement les modalités pour rejoindre l'espace de confiance MS Santé et évidemment les actualités MS Santé pour les établissements de santé. N'hésitez pas évidemment à poser vos questions. On essayera de les prendre
on déroulera en fonction des parties, puis on essaiera de prendre un temps pour pouvoir répondre à vos questions, effectivement, et puis ouvrir le débat, effectivement, si besoin. Donc voilà. Voilà les différents éléments qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va justement commencer sur qui utilise MS Santé aujourd'hui pour vous rendre compte aussi de l'avancement et du fait que du fait que on a aujourd'hui quand même un certain nombre d'acteurs qui sont équipés, un grand nombre d'acteurs équipés, et que les usages commencent vraiment à bien se déployer. On voit que sur la partie équipement, et en faisant un focus dans une première partie sur les établissements de santé, les libéraux ou encore les laboratoires, on est à plus de 50% sur les libéraux et voire 70%, 73% même sur les établissements de santé. Donc on voit qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs sont équipés d'une messagerie, donc ils sont facilement trouvables sur l'annuaire et vous pouvez déjà échanger avec ces acteurs. Et on voit que sur le médico-social, ça progresse doucement, avec déjà 36% des EHPAD notamment. On est en train de travailler sur les indicateurs aujourd'hui pour un peu mieux connaître le médico-social et ça va nous permettre justement d'affiner encore plus cette connaissance de l'équipe. Et sur les usages, alors, on a 8 millions de messages émis au mois de juin. Alors, ça a un peu diminué en juillet pour ne rien vous cacher, mais on a une bonne nouvelle à vous partager et vous le verrez dans le prochain rapport indicateur que vous pouvez tout à fait demander en tant qu'établissement de santé pour avoir une connaissance encore plus précise. On a enfin dépassé les 10 millions de messages mensuels au mois d'août. Alors, on est atteint, je crois, 12 millions, quelque chose comme ça. Il faudra vérifier le chiffre en détail, mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. C'est un chiffre palier et ça a été bien aidé. Alors, effectivement, dans un contexte sanitaire un peu particulier, mais effectivement, la prise en charge Covid et l'information envoyée par MS Santé a effectivement, ça a été un recours assez important à ce niveau-là. Quand on regarde un peu les détails, on voit justement effectivement que le petit point DGS urgent tout en bas, c'est justement ces outils de communication autour de la crise et de l'information aux professionnels de santé, entre autres. Et on voit que les établissements de santé sont à peu près à 30%, ce qui est un relativement très bon score et ça évolue de mois en mois. Donc, si je passe à la slide suivante, je crois qu'on vient de me dire que je pouvais y passer tout seul. Donc, au niveau de qu'est-ce que MS Santé? MS Santé, il faut se dire déjà, il y a un élément important qu'on répète toujours, c'est que, et ce que je dis toujours, c'est que la MS Santé n'existe pas. En fait, MS Santé, c'est pas une messagerie sécurisée de santé, c'est un ensemble de messageries sécurisées de santé qui sont compatibles entre elles. Donc, on appelle ça un espace de confiance, MS Santé, où l'idée, c'est que l'ensemble des acteurs qui se retrouvent dans cet espace de confiance, qui sont équipés d'une messagerie MS Santé, se retrouvent dans effectivement un espace sécurisé et qui leur permet effectivement d'échanger en toute confiance. Il y a trois grands principes, c'est évidemment la sécurité des échanges, l'interopérabilité entre les services de messagerie sécurisés, parce que avant MS Santé, il faut s'imaginer que c'était comme si Gmail ne pouvait pas échanger avec Yahoo ou la Poste.net. C'était un peu compliqué. Avec MS Santé, tous les services de messagerie sécurisée de santé dites classiques peuvent échanger entre elles. Et enfin, permettre un gain de temps, effectivement, au travers de ces échanges de données dématérialisées, sans avoir recours à de multiples outils. On a sa messagerie et après, on peut échanger avec tous les autres. Alors, c'est bien sûr encadré par un cadre légal connu qui s'appuie majoritairement autour de deux textes. Un premier texte, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous avez des questions sur les textes, c'est qui a le droit d'échanger, pourquoi, etc., on pourra y revenir. Mais en tous les cas, il y a deux textes. Il y a le L1110-4, lui, va définir les modalités des échanges au sein de l'espace de confiance. Et de l'autre côté, on a le R1110-2 qui va définir les professionnels habilités à échanger. Donc, c'est ces deux articles du Code de la santé publique qui définissent ces éléments-là. Donc, bien sûr, ces articles ne font pas tout. Ils peuvent être complétés par d'autres textes qui effectivement encadrent, qui pourraient encadrer le traitement de données de santé. Pourquoi on vous dit ça? C'est pas parce que on a plaisir à rappeler tous les éléments juridiques, hein, on pourrait le faire, mais c'est pour vous expliquer que le cadre, c'est pas forcément l'ANS qui le définit. Nous, on suit effectivement le cadre du traitement de la donnée de santé au niveau national. Et si jamais vous souhaitez lancer un nouveau projet, un nouvel usage, c'est important de pouvoir se référer
à ce texte-là et voir si vous êtes en capacité de effectivement pouvoir le mettre en place dans MS Santé. Nous, on sera là pour vous guider s'il y a besoin, il n'y a pas de problème. Comment fonctionne MS Santé? Du coup, trois premiers points. C'est comme je vous le disais, MS Santé, c'est pas une messagerie, mais c'est un ensemble de services de messagerie. Et donc, ces messageries sont portées par ce qu'on a appelé des opérateurs. Tous les opérateurs ont contractualisé avec l'ANS pour pouvoir entrer dans l'espace de confiance et pouvoir proposer un service de messagerie sécurisé conforme à nos exigences. Et donc, qui garantissent le même niveau de sécurité partout. Et donc, ces opérateurs, on peut avoir en gros trois types d'opérateurs. On peut avoir des établissements de santé qui se lancent dans l'aventure et qui sont opérateurs pour eux-mêmes. Alors après, ils passent potentiellement par des prestataires qui leur proposent ça, mais ils peuvent devenir, les établissements peuvent contractualiser, ils peuvent rester maîtres de leur messagerie en interne, des industriels évidemment, et puis des régions ou même voir le national. Alors, ça concerne un peu moins les établissements de santé, mais il y a effectivement le national auprès avec la messagerie Mailise. Messagerie Mailise qui est plutôt destinée au libéral parce qu'il n'y a que des boîtes nominatives. On reviendra sur ce sujet des boîtes. Donc, comment ça se compose? Effectivement, une adresse MS Santé classiquement, c'est évidemment le préfixe, le arrobase, et derrière, on va avoir un nom de domaine, .ms santé, et puis le nom de domaine XXX, par exemple, ou CHURINS, comme on l'a vu là, .mssanté.fr, ça permet de savoir rapidement si une adresse est MS Santé ou non. Alors, ce n'est pas une obligation, parfois certains ont choisi d'autres suffixes, mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique de mettre ça en place dans ce sens-là. Où j'en suis, je retrouve. Voilà. Au niveau des différents types, ce qu'offre fonctionnellement MS Santé. Alors, c'est du mail, hein. Je vais pas fonctionnellement, il faut se dire aussi que c'est du mail, globalement. Après, on peut mettre des surcouches d'interop, on peut mettre la structuration des documents, on peut mettre plein de choses derrière, mais à la base, c'est du mail. Et les trois choses un peu fondamentales qui sont derrière, c'est de se dire, il y a des boîtes nominatives, des boîtes organisationnelles et des boîtes applicatives. La boîte nominative, c'est très simple, c'est jean.dupont@churins.mssanté.fr. La boîte organisationnelle, on va être sur ce qu'on appelle une boîte de service, une boîte où on a un référent professionnel de la boîte et ensuite d'autres acteurs qui peuvent y aller derrière. Il peut y avoir des secrétaires médicales, par exemple, qui ne peuvent pas pour l'instant avoir accès à une boîte nominative, mais des secrétaires qui vont faire à la boîte organisationnelle. Et enfin, la boîte applicative, c'est la boîte qui va échanger de machine à machine, en fait. Un envoi automatique, on ne va pas forcément la faire passer par une boîte organisationnelle ou boîte nominative, ça peut arriver dans certains cas. Et la boîte applicative, elle est faite pour ça. C'est-à-dire que c'est un envoi automatisé qui est directement raccroché à l'arrière du SI ou autre logiciel de professionnel de santé. Et donc, on va mettre la boîte applicative à la fin. Donc voilà, au niveau de ces différentes boîtes telles qu'elles sont posées là désormais. Et là, justement, je laisse la parole. Je ne sais pas si on fait peut-être un petit point sur les questions. Je crois qu'il y a d'autres. Non, on fera la partie questions-réponses en deuxième partie. Du coup, je vais essayer d'être le plus rapide possible pour qu'en effet, on ait un maximum de temps sur les questions-réponses. Et je vois que ça commence en effet à être alimenté, hein. Pour rebondir sur ce que Mathieu vous a partagé, on va voir ensemble comment rejoindre l'espace de confiance MS Santé. Et là, il y a plusieurs questions que vous devez vous poser. Quel est mon usage? Donc, c'est-à-dire, quel est l'usage qui va accompagner l'utilisation d'une messagerie sécurisée de santé? Comment vous allez pouvoir intégrer l'espace de confiance et qui va pouvoir vous accompagner dans votre projet? Alors, un certain nombre de questions et on l'a vu notamment au travers de la présentation des différents types, de boîtes aux lettres. C'est surtout un projet organisationnel à la base. Vous devez vraiment pouvoir, mettre, dans la même pièce, si j'ose dire, à la fois les professionnels, internes et externes concernés, qui va échanger avec qui, pour couvrir quel process et quel usage, essentiellement. Et puis, y a-t-il des documents qui vont être échangés au cours de ce parcours? Et quels outils, actuels, avez-vous, pour vraiment pouvoir avoir, toute la mesure, du projet à mener pour aboutir, à la création, des balles adaptées, à vos usages?
Donc il y a aussi évidemment une partie importante, hein, comment intégrer l'espace de confiance en tant qu'établissement. Ça vous avez 2 options. La première, c'est de devenir opérateur MS santé en propre. La seconde, c'est de faire appel à un opérateur tiers et externaliser, donc votre solution, de messagerie sécurisée de santé. Si vous voulez devenir opérateur, il y a 2 documents absolument, essentiels. C'est le référentiel opérateur MS santé, donc c'est le référentiel 1 que vous voyez, à gauche, sur le slide et puis le référentiel 2, client de messagerie, MS santé. Donc on a évidemment tout un ensemble, tout un corpus documentaire, à la fois pour vous accompagner, vous orienter et vous expliciter plus concrètement, bénéfices-risques, si j'ose dire, à prendre l'une ou l'autre des options. On peut aussi vous accompagner, en ce sens, quand, vous rencontrez des difficultés et puis, une partie, formation aussi qui va vous permettre, tout au long de votre projet, vraiment du début, à la fin, si j'ose dire, de pouvoir, avoir les grands jalons en tête et savoir quelles actions mener en interne pour, faire les bons choix. Alors, qui va pouvoir vous accompagner, dans, cette phase de raccordement? Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a déjà évidemment au sein de votre structure, la direction des systèmes d'information qui va être essentielle. J'irai au-delà en revenant sur ce que je vous disais précédemment et sur la dimension organisationnelle du projet. Il faut l'adhésion aussi évidemment de la direction générale qui doit être partie prenante et de la direction médicale, les relais en région au travers des groupements régionaux d'appui au déploiement de la e-santé, qui sont, voilà, les bonnes personnes en région à qui s'adresser pour pouvoir, vous raccorder. L'éditeur de votre logiciel métier, hein, vous avez peut-être déjà, par exemple un DPI, en place, et un éditeur qui est, en capacité, de vous accompagner aussi sur ces sujets. Et puis évidemment dans les relais nationaux, nous sommes présents et c'est aussi, l'objet, du webinaire d'aujourd'hui de pouvoir vous accompagner et répondre à vos questions. Alors, on va passer aux actualités autour de MS Santé et je pense que ça n'aura échappé sans doute pas à grand monde que, l'actualité, tourne beaucoup en ce moment autour de Mon Espace Santé. On voulait y revenir aujourd'hui avec vous. Mon Espace Santé, c'est le projet emblématique de la feuille de route. C'est actuellement en phase pilote dans 3 départements, hein, Haute-Garonne, Loire-Atlantique et Somme, sur 2 briques de Mon Espace Santé, donc qu'on teste actuellement. La brique, messagerie citoyenne et puis, la brique dossier médical, qui s'appuie, sur, l'EDMP, hein. Cette phase pilote, est essentielle pour nous tous pour préparer la généralisation à janvier 2022, où viendront s'intégrer les 2 autres fonctionnalités agenda et catalogue d'applications. Donc c'est vraiment un booster pour nous tous, autour des messageries sécurisées de santé que de se dire que demain, justement, dans vos projets organisationnels, dans vos parcours, vous pouvez, boucler la boucle et aller jusqu'à l'échange avec, le patient, et l'usager, hein. Alors Mathieu, je te laisse la parole sur le Oui. médico-social. Oui, parce que pour que tout soit complet, on en a parlé tout à l'heure, hein, il commence à y avoir des déploiements sur le médico-social, mais c'est vrai que c'était un questionnement pendant très longtemps qu'on avait. Et l'idée maintenant, c'est qu'on, sous l'impulsion de SMS numérique, que ça démarre et que l'on puisse évidemment lancer une généralisation de MS Santé au secteur du médico-social. L'intérêt, c'est déjà que effectivement, c'est des nouveaux acteurs qui vont arriver avec qui vous avez peut-être déjà la possibilité de travailler. Mais là, l'idée, c'est que vous ayez aussi l'outil pour échanger avec eux. Donc, nous, on a des nouvelles perspectives. On a évidemment tout ce qui est DAC, MDPH, qu'on intègre comme des acteurs de coordination dans le médico-social, social, mais aussi avec le sanitaire, MDPH également. Et puis, tous les acteurs un peu sur l'hébergement, le domicile, la dictologie, la petite enfance, c'est tous des acteurs qui sont éligibles à MS Santé, qui vont pouvoir le rejoindre. Alors, soit par une action on va être évidemment guidé par le SMS numérique, hein, qui va guider aussi les déploiements, mais aussi toutes les initiatives qui souhaitent déployer un certain périmètre dans une région, dans un territoire ou peu importe. Évidemment, on l'accompagnera pour que les professionnels puissent échanger par MS Santé.
L'idée, c'est que il y a plusieurs manières de voir, mais l'idée, c'est d'initier les échanges, favoriser la coordination avec les partenaires. Par exemple, la transmission de compte rendu d'hospitalisation, d'examen, dossier de liaison, ça va être important. Coordination du retour à domicile. Alors, je sais pas je sais pas exactement si on a encore le droit de l'appeler Maya, mais on avait fait tout un travail sur la méthode Maya, effectivement, qui avait montré qu'il y avait un vrai besoin. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que MS Santé est déjà disponible. C'est pas encore un mirage dans 6 mois, 30 mois ou peu importe. Là, c'est déjà disponible. Et puis, si vous avez déjà des structures partenaires qui disposent d'un numéro FINES, vous pouvez déjà l'inviter à rejoindre MS Santé. En plus, va arriver l'enregistrement pour les professionnels du médico-social avec RPPS+, là, qui est dans les cartons, qui est prêt à sortir justement pour justement pouvoir enregistrer tout acteur qui serait éligible à MS Santé ou à d'autres sujets numériques. Et donc, n'hésitez pas à inviter les autres structures avec qui vous échangez, les inviter à rejoindre MS Santé pour pouvoir continuer d'échanger avec vous, mais de manière sécurisée. Et je relaisse la parole. Merci Mathieu. Donc évidemment, pour pouvoir, déployer, massivement et avoir des usages, il y a, les programmes de financement du Ségur numérique pour les établissements de santé. Donc là encore, je pense que peut-être pour beaucoup, vous en avez pris connaissance et si ce n'est pas le cas, on vous invite évidemment fortement à le faire. On retrouve bien les 2 aspects, à la fois, les cibles d'usage avec, Sun ES et là, vraiment, l'incitation, à, alimenter le DMP et à alimenter, la messagerie citoyenne et la messagerie professionnelle et puis, le volet, équipement pour les établissements de santé afin que vous puissiez justement vous équiper correctement pour pouvoir, lancer les usages. Alors on est voilà et ben, on est parfaitement dans le timing. On voit qu'il y a beaucoup de questions, donc on a vraiment, les 30 minutes qui restent pour y répondre. Il y a des questions à la fois dans le chat et dans l'onglet questions. Si vous pouvez poursuivre dans l'onglet questions et on va essayer d'abord de, si je puis dire, de passer en revue ce qui est, dans le chat et qui n'aurait pas, été traité peut-être. Alors, hop, juste le temps qu'on remonte la file. Alors moi, je lis comment savoir si une balle est MS Santé. Alors, il y a potentiellement donc de Monsieur Pécher. Il y a évidemment le suffixe de l'adresse MS Santé où en gros vous avez le @xxx.mssanté.fr. Alors parfois ça l'est pas, il y a quelques exceptions et c'est assez rare effectivement sur le fait qu'une balle est MS Santé. Et l'autre possibilité, c'est effectivement d'aller sur l'annuaire. Il faudrait vérifier qu'il y ait bien une recherche par la boîte, mais en tous les cas, si vous avez le nom du correspondant, vous pouvez directement aller sur l'annuaire et vous verrez les boîtes dont il est si elles sont correctement déclarées par l'opérateur, évidemment, vous verrez les boîtes qui appartiennent les boîtes MS Santé qui appartiennent à votre correspondant. Alors dans le chat, il y avait une remarque de Nadjet Boutelier, je ne sais pas si quelqu'un a répondu. Les PS libéraux souhaitent également communiquer avec les établissements. Quelle est la démarche à suivre? Tout simplement que si le professionnel de santé, libéral est équipé d'une messagerie sécurisée de santé et qu'il en est de même pour, l'établissement avec lequel il veut, correspondre, à ce moment-là, j'ai envie de dire, il y a pas de problème. Il faut juste, identifier, la messagerie de destination, du professionnel en ES, que vous souhaitez contacter. Je ne sais pas si c'est ça qui se cachait derrière votre remarque? Mais je pense que c'est intéressant de profiter de ces échanges-là sur les établissements de santé pour bien aussi dire que les professionnels de santé libéraux ne sont pas que des récepteurs et qu'ils ont envie effectivement d'échanger dans les 2 sens avec les établissements de santé. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. Voilà, c'est ce que c'est complété par Madame Boutelier, effectivement. Je pense que c'est intéressant de bien entendre ça pour que dans les établissements, alors aujourd'hui, effectivement, on est beaucoup dans pousser l'information. C'est globalement la première vague du Ségur qui est très orientée ça. On alimente le DMP, on crée des DMP, on alimente le DMP, on envoie des messages structurés, etc.
l'idée, c'est qu'on arrive aussi à améliorer la consultation et donc la réception des messages. Il faut qu'on travaille, effectivement, l'établissement de santé, il faut qu'il puisse, vu que le besoin est demandé par le terrain, ils ouvrent les portes un peu et que ça soit plus facile d'échanger et d'envoyer des messages auprès des établissements de santé. Je vois donc Benjamin Plaire. Est-ce que la justice est prévue? Donc j'imagine que c'est le domaine judiciaire. Alors, aujourd'hui, c'est pas encore éligible. C'est vrai qu'on y a réfléchi. Il y a eu des demandes là-dessus. On connaît le besoin. Ça, je suis d'accord. Il faut qu'on l'étudie un peu plus pour voir les mesures. Il faut qu'on étudie aussi d'un point de vue juridique, effectivement, si ça rentre bien dans le cadre. Mais c'est vrai qu'avec le médico-social, avec les agences sanitaires qu'on a fait l'année dernière, avec les ARS aussi qui ont été dans le cadre de la crise Covid, avec une partie de l'assurance maladie avec les gestions locaux de santé, de services médicaux au niveau local, effectivement dans le cadre du Covid, ont été équipés. Je crois que c'est bien eux, alors je ne veux pas me tromper, mais c'était bien ça. On a déjà pas mal élargi. Là, on va étudier le médico-social pour le faire et le judiciaire, on verra dans un second temps comment on peut élargir, mais ça fait bien partie un peu des cas d'usage identifiés, ça c'est clair. Alors, concernant qui n'ont pas de finesse, comme les SSTI, peuvent-ils rejoindre SSTI? Je crois que c'est service de santé du travail, quelque chose, je ne sais plus, je ne sais pas si on peut préciser le I, mais je crois que c'était autour des services de santé du travail. Globalement, les médecins pourraient ouvrir une boîte nominative parce qu'ils sont médecins. À partir de ça. Par contre, on est dans un code différent, on est sur le code du travail. Donc, effectivement, ils ne se retrouvent pas dans l'annuaire. Mais arrive là avec RPPS+, la possibilité à terme d'enregistrer des nouvelles structures qui ne sont pas finesse et même, alors je ne m'engage pas sur le fait que ces structures-là y aillent, mais même, on va essayer de voir comment on peut améliorer encore la base finesse pour pouvoir finéciser, si j'ose dire, mettre un finesse sur des structures qui n'en auraient pas et qui en auraient besoin pour simplifier la démarche. Mais effectivement, avec RPPS+, on est en train de réfléchir. Alors vraiment, le focus est médico-social, mais l'idée, c'est qu'on ouvre ensuite. Ouais. Donc, on est bon. Donc, les départements pilotes, tu as répondu, Anne. Parfait. Est-ce qu'il y avait deux questions? Je redescends. Mathieu, on a une question. Comment recevoir les résultats de laboratoire sur une balle MSS? Eh bien, c'est déjà bien en place. C'est une vaste question. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de difficulté, mais c'est une vaste question. En gros, ça dépend en plus dans quel contexte vous vous situez, mais peut-être on se dit que vous êtes prescripteur ou voilà et vous avez besoin ou alors peut-être en tant que patient, je ne sais pas exactement dans quelle mesure on peut, dans quel contexte vous vous situez. Mais pour recevoir, c'est bien simple, il faut que le laboratoire, effectivement, soit équipé de MS Santé. Si vous avez validé ça, normalement, il faut que dans sa base et que vous aussi, vous soyez équipé de MS Santé ou alors que vous ayez Mon Espace Santé. À partir de janvier 2022, va s'ouvrir largement Mon Espace Santé. Et donc, il faut que vous ayez une balle, qu'elle soit bien enregistrée dans l'annuaire. Et en fait, si jamais, avec l'établissement, vous souhaitez recevoir par MS Santé, eh bien, il faut le mentionner à l'établissement pour le recevoir. Et après, il y a encore une petite couche, parce que là, vous pourriez recevoir le PDF dans votre boîte directement. Il suffit de contacter effectivement le laboratoire à ce niveau-là. Mais s'il y a une petite couche encore supplémentaire, c'est que si jamais vous êtes professionnel de santé, ou même avec la partie patient, et que vous souhaitez intégrer directement le compte-rendu dans vos résultats et que ça ne soit pas juste un PDF copier-coller et que globalement l'analyse des résultats soit plus compliquée, que ça soit à mettre, que vous deviez enregistrer sous et le mettre au bon endroit tout seul. Il faut voir aussi la structuration des données parce qu'il y a tout ce qu'on appelle le CDR2. Alors, je ne vais pas m'étendre vraiment sur ce qu'est le CDR2, mais c'est une structuration de documents médical qui permet effectivement dans son premier niveau de pouvoir connaître directement à quel patient le PDF est attribué. Donc, en fait, si votre logiciel est compatible, il peut directement l'intégrer au bon endroit.
Et après, il y a encore des niveaux de structuration supérieurs, le niveau 3 pour être exact, qui lui va structurer même le contenu du document. Donc en fait, ça va aller se mettre au bon endroit dans votre logiciel avec les bonnes variables et puis pour avoir des courbes, par exemple, ou des choses comme ça. Donc il faut s'assurer que des deux côtés, ça fonctionne bien. Les éditeurs sont au courant. Ils savent exactement ce qu'il faut faire. On finance ça dans le cadre d'ailleurs du Ségur. Il y a un chantier bio, il y a un chantier établissement, il y a un chantier médecin de ville. On va forcer sur la partie mon espace santé également. Donc en gros, tout ça, normalement, il y a des solutions aujourd'hui et elles sont financées. Donc en plus, c'est bien aidé à ce que ça soit mis en place. Est-ce qu'on avait une autre question? Alors, est-ce que les médecins conseils sont équipés de messagerie sécurisée de santé? C'est ce qu'on disait. Alors, faudrait que je vérifie parce que j'ai un doute. On avait mis ça en place il y a 1 an, je crois, avec l'assurance maladie, dans le cadre justement de la crise Covid. Et justement, l'assurance maladie avait contractualisé avec un opérateur pour équiper une partie de ces échelons locaux de service médical, je crois. Je ne sais pas si tu as un souvenir, Edouard, sur qui est Si, mais il me semble qu'ils n'avaient pas pris, en tout cas, l'orientation jusqu'à présent de le déployer effectivement, enfin nationalement, à tous ces acteurs-là, et que pour l'instant, en tout cas pour l'échange avec les PS, il restait sur une messagerie, je dirais, qui est plutôt dans l'espace pro, dans Amélie Pro, pour ces échanges-là. Ils n'avaient pas encore fait la bascule vers Net Santé. Voilà. Alors, c'est pas que un sujet assurance maladie, hein. On va pas dire que c'est eux qui refusent d'avancer sur le sujet, au contraire, mais en fait, il faut bien comprendre que le cadre de l'échange de messagerie sécurisée de santé aujourd'hui, encore une fois, on l'a présenté, il implique que ce soit un échange strictement nécessaire à la prise en charge d'un patient. Alors, c'est une prise en charge sanitaire, médico-sociale, de prévention, etc., peu importe, mais c'est strictement nécessaire à la prise en charge d'un patient. Et en plus, l'échange ne doit concerner majoritairement qu'un patient la plupart du temps. Après, on peut voir, ça dépend des cas d'usage, mais en gros, c'est ça. Et c'est vrai que les cas d'usage autour des médecins conseils et de l'assurance maladie sortent un peu de ça. Par exemple, typiquement, la facturation ou l'envoi de données de facturation. On est d'accord, la frontière est très très mince et des fois c'est compliqué de savoir de quel côté ça va. Mais si c'est uniquement de la facturation, alors ça rentre pas dans le cadre, en tout cas l'interprétation qui en est faite au niveau national, c'est que ça ne rentre pas dans le cadre de MS Santé. Après, si jamais il y a des données un peu mélangées, autant le mettre sur MS Santé, mais quand c'est uniquement de la facturation, ça rentre pas. Donc après les cas d'usage autour de l'assurance maladie et même des assurances déléguées, hein, tout ce qui est mutuel également, c'est un cas d'usage qui aujourd'hui ne rentre pas forcément dans MS Santé, mais c'est vrai que ça mériterait, ça on est d'accord, de peut-être se reposer la question et de réouvrir un débat sur l'interprétation qu'on fait de ce texte-là. On a prévu d'en rediscuter l'année prochaine, justement, de réouvrir ça. Là, on essaie vous avez vu la feuille de route qu'on a, on essaie de se concentrer pour faire ça bien et on essayera d'élargir effectivement le spectre pour répondre aux autres besoins qui ne seraient pas encore adressés. Je voyais une autre question spécifique, disant notre maison médicale de garde est gérée par une association. Nous avons un SIRET, mais pas de finesse, ni d'ADELI de RPPS. Nous avons une balle à piquerie depuis 2004. Nous aimerions aussi avoir une boîte aux lettres MS Santé, mais personne n'accepte notre demande. Oui, et ben là pareil, faudra peut-être avoir un peu plus de détails sur le cas d'usage, l'organisation, mais en fait, pareil sur les associations et si on arrive à démontrer justement que on a bien des acteurs qui travaillent pour la structure et qu'on arrive à démontrer ça, avec la position de RPPS+, là, ce fameux portail d'enregistrement, hein, je vais peut-être pas présenter RPPS+, mais en gros, c'est vous avez le numéro RPPS qui était initialement un numéro de professionnel de santé, qui a globalement remplacé ADELI en termes d'identification pour aller encore dans l'historique. Et là, il passe une nouvelle étape avec ce qu'on appelle RPPS+, qui permet d'enregistrer des professionnels du médico-social, du social. Et en enregistrant le professionnel, de fait, vous devez enregistrer la structure parce qu'un professionnel, il travaille dans une structure. Alors, le cas des libéraux, c'est un peu différent, mais on s'est rendu compte dans le médico-social et social qu'il y avait très peu de libéraux, en fait, au sens strict. Et donc, l'enregistrement se fait pas. Et donc, la structure sera également enregistrée. Il y aura sans doute un contrat à passer avec l'ANS, effectivement, pour obtenir les cartes, pour obtenir plein de choses. Mais l'idée, c'est que ça puisse vous permettre de vous enregistrer, d'enregistrer vos professionnels et comme ça, d'ouvrir des boîtes
une boîte MS Santé organisationnelle ou nominative. Voilà. Ah, il y a une question de Nicolas. Existe-t-il un document qui précise les usages et les types de documents entre DMP et MS Santé? Alors moi, je reviendrai sur l'aspect dont on parlait tout à l'heure, l'aspect organisationnel, de la mise en place des messageries sécurisées de santé au sein d'un établissement. À mon sens, il ne peut pas y avoir, de documents qui disent, bah, la lettre de liaison, on l'envoie, je dis n'importe quoi, que par messagerie sécurisée et pas dans le DMP. Ça va vraiment dépendre de l'établissement, de son organisation. Au sein d'un même établissement, il peut très bien y avoir un parcours, qui justifie, l'envoi, du compte rendu de bio, via messagerie sécurisée de santé et pas dans le DMP et vice versa et parfois en Y dans les 2. Ça va vraiment être pour moi, derrière de l'organisationnel pur, plutôt que de déterminer, par typologie de document, quel serait le canal, idéal. Tu as tout à fait raison, c'est même une approche de territoire en fait. C'est-à-dire c'est que comme ils sont en tracteur, c'est aussi de se dire bah, au moins que tout le monde sache, bah, ça on envoie par MS Santé, donc ils s'attendront à le recevoir par MS Santé, ça on le reçoit sur le DMP, ça on le reçoit par l'outil régional. Enfin bref, c'est j'ose dire une urbanisation locale, ou je sais pas, une mise en cohérence des outils locaux qu'il faut avoir, mais que tout le monde partage en fait. Parce que nous, on pourrait avoir une vision qui nous est remontée par certains territoires, mais qui collerait pas à d'autres organes. Donc en fait, on est assez prudent à proposer une organisation inflexible là-dessus, quoi. Ce serait pas notre rôle en plus. Je Nicolas vois avait une quelque chose question un peu similaire à la question sur le judiciaire concernant la médecine scolaire, la possibilité d'avoir des boîtes aux lettres. Même chose. Même chose. On est sur des médecins donc ils peuvent avoir une boîte nominative sans enregistrement de la structure. Par contre, dès qu'on va passer sur de l'organisationnel ou une boîte à destination dès qu'on voudra enregistrer la structure, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'ils ne dépendent pas du même code de la santé, du même code que les autres acteurs. Et donc, on est en train de réfléchir à ça. Ça fait partie effectivement des travaux d'élargissement encore plus large, enfin d'élargissement encore plus large, désolé, d'élargissement de l'espace de confiance ensuite. Je ne sais pas si on y a répondu. J'ai une question de Nathalie Nardini là, que je vois. L'envoi des docs CR ordonnances seront-ils automatiquement envoyés sur la MSS du citoyen ou seulement à la demande du patient ou envoyés vers le DMP? Peut-être Anne sur la question de. Oui, elle est Moi, où? Excuse-moi, je ne la vois pas du coup. en C'est fait, je dans suis la resté partie sur questions? chat parce que Ah comme d'accord, elles OK. sont pas toutes dans les deux sens. Alors, elle doit être ah voilà, c'est super. Donc l'envoi des documents seront-ils automatiquement, du citoyen? Alors automatiquement et ben là aussi ça va dépendre. En fait, on dans les cas d'usage là qu'on est en train de tester, on peut en effet avoir un établissement qui décide parce que le parcours le justifie, d'envoyer, automatiquement, tel ou tel document, vers, la messagerie citoyenne du patient. Mais voilà, pas forcément, c'est vraiment, ça c'est possible, mais ça va vraiment être une question d'organisation, ou seulement à la demande du patient, je ne pense pas. Alors il pourra évidemment l'usager, hein, vous et moi, on va pouvoir solliciter, nos praticiens, pour justement alimenter, mon espace santé, mais là, c'est vraiment des questions d'organisation et quant à l'envoi vers le DMP, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, hein, le DMP, c'est la brique dossier médical de mon espace santé, hein. Ce qui veut dire qu'en tant qu'usager, quand vous allez ouvrir mon espace santé, vous aurez bien une notification que vous ayez reçu un nouveau document dans le dossier médical ou, sur votre messagerie, citoyenne. Donc là aussi, c'est vraiment plus, un aspect organisationnel des professionnels avec lesquels vous allez, interagir. J'ai vu une question côté questions, je la lis. À l'hôpital, en biologie ou en radiologie, on envoie beaucoup de comptes rendus. Il est rare qu'il y ait des process pour gérer la réception et le traitement des messages comptes rendus, enfin des mails comptes rendus. Comment prévoit-on de faire changer les choses concrètement? Alors, j'imagine que la question, elle s'adresse plutôt dans le sens, effectivement, établissement, biologie, Alors il y a radiologie vers c'est la vrai, alors il y a déjà enfin Mathieu, tu compléteras, mais en tout cas, pareil, moi de mon expérience, il y a déjà des établissements qui sont équipés de ce qu'on appelle des plateformes d'intermédiation, des EAI ou que sais-je, de super, jouets, hein, qui, permettent à la réception, des comptes rendus
de classer justement le compte rendu dans le bon dossier du patient, sans qu'il y ait en effet une armée de secrétaires déployés dans les services pour récupérer et partager les comptes rendus. Alors il y a un long chemin à faire et c'est aussi le sens du Ségur sur le couloir de bio, je pense, entre autres, que de permettre, si je puis dire, le traitement, le bon rangement et le bon partage de ces comptes rendus de bio qui arrivent en effet en masse dans les établissements. Mmh. Alors, il y a une question de Nicolas Moreau. J'ai lu qu'une balle MS Santé, alors la Mélise, a été fermée automatiquement si elle n'est pas utilisée par le PS. Donc déjà, il y a un délai d'1 an, hein, Edouard, si je ne dis pas de bêtises. Et est-ce que cette problématique existe aussi pour les PS qui ont une messagerie de type ramsey.mssanté.fr ou autre balle Ouais. organisationnelle? Effectivement, c'est une exigence qui est apparue dans le référentiel MS Santé, donc qui s'applique à tous les opérateurs, pas uniquement à Mélis ou Ramsey, enfin, absolument tous les opérateurs, qui dit effectivement qu'une boîte aux lettres qui ne serait pas utilisée, c'est-à-dire que le professionnel ne se connecte pas à sa boîte aux lettres pendant un délai d'1 an, effectivement, se voit supprimer avec une démarche qui est définie, évidemment, en avertissant le professionnel en amont. C'est des choses qui n'est pas très ancienne d'un point de vue version de référentiel, qui n'est clairement pas appliquée encore par la majorité, je pense, des opérateurs. Belize l'a implémenté, mais ne l'a pas mis en place, parce que ça comme c'est un accompagnement quand même assez fort des acteurs. Donc voilà, c'est encore assez dépendant des opérateurs pour l'instant, mais c'est bien une cible à atteindre d'un point de vue RGPD, de ne pas conserver des données qui ne seraient plus utilisées. Il y a une question sur les IDE, je vois. Pouvons-nous leur fournir des MS santé avec RPPS+, mais on peut déjà? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Si, on parle bien des infirmiers diplômés d'État. Évidemment, elles sont déjà éligibles, ils sont déjà éligibles à MS Santé. Effectivement, il y avait la question il y a encore beaucoup d'IDE qui sont sous le régime ADELI dans le cadre des établissements de santé. Justement, là, on est en train de travailler sur la bascule ADELI vers RPPS au niveau de l'annuaire notamment, donc c'est un travail qui est en cours, mais globalement, MS Santé accepte les acteurs qui disposent d'un numéro ADELI également. Donc, de la même manière que les psychologues, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait psychologue, chiropracteur, assistante sociale, enfin assistante de service social pour être plus précis. Enfin bref, on a des acteurs à usage de titre qui vont garder le numéro ADELI, ça c'est sûr, enfin pour le moment en tous les cas, et qui sont éligibles à MS Santé. Donc les IDE, même RPPS ou ADELI, vous pouvez leur en proposer. Voilà. Je crois qu'on a tout passé en revue. Je regarde aussi. N'hésitez pas, hein, il nous reste encore un petit peu de temps. Alors, Nicolas Morzol, un indice d'activité, l'utilisateur n'est pas connecté si l'utilisateur n'est pas connecté ou pas de message envoyé ou pas de lecture de message. C'est pas connecté. Voilà. C'est pas l'envoi, etc. Et la lecture, c'est pas encore dedans. Ouais, c'est pas l'activité sur la boîte aux lettres. Effectivement, la boîte peut continuer à recevoir des messages ou en émettre, c'est moins probable si l'utilisateur ne s'y connecte pas. Mais en tout cas, c'est vraiment la connexion de l'utilisateur à sa boîte aux lettres qui doit déclencher effectivement cette inactivité d'1 an et donc cette suppression à venir. Quid des passerelles de messagerie? Est-ce que vous pouvez préciser? On attend de savoir si Nicolas veut. C'est lié à la suppression toujours.
C'est sûr qu'il est plus difficile, j'anticipe un peu sur la question, mais je pense qu'il est plus difficile effectivement dans certains cas où effectivement il y a des boîtes aux lettres qui sont fusionnées entre des boîtes aux lettres MS Santé et non MS Santé, de détecter une inactivité effectivement. Alors, c'était moi, c'est alors message directement, je dépose sur cette message. Oui, bah c'est ça, c'est qu'effectivement, dans ces cas-là, il va être plus difficile de détecter la connexion. C'est clair, hein, ça. Donc reste à voir effectivement dans ces cas particuliers si les opérateurs trouveront une solution pour distinguer les accès. En tout cas, je dirais c'est pas la modalité qui est obligatoire. L'exigence importante, c'est que l'opérateur se pose la question de ne pas conserver indéfiniment des messages qui ne sont plus utilisés. C'est vraiment ça qu'on met en avant dans l'exigence. Après, on a proposé effectivement une démarche basée sur la date de dernière connexion, mais il y a sans doute d'autres manières d'y répondre. Il nous reste un tout petit peu de temps si vous avez encore quelques questions. Sinon, on vous reprécise, comme on l'a fait dans le chat, qu'évidemment, vous allez pouvoir retrouver sur notre site le replay et le support et qu'on espère vous retrouver aussi prochainement. Il y a d'autres webinaires MS Santé qui vont être programmés et puis aussi, on vous donnera de l'information, mais vous retrouverez d'ici fin novembre la semaine MS Santé qui fait son retour après celle du mois de juin. On vous a préparé aussi un bon programme pour cette semaine MS Santé avant la fin de l'année. Armelle, pouvez-vous me dire où trouver la documentation sur STR2 et STR3? Alors, je me demande si on ne parle pas de CDR de niveau 3 ou de Ouais, CDR de niveau 1, mais je ne peux pas dire de bêtises. Est-ce que c'est bien la question de la structuration? Ah oui, oui, autant voilà. pour moi, ça marche. Peut-être Anne sur la partie interop, Oui, effectivement. voilà. Alors, vous avez, je vais essayer là, avant qu'on termine, de vous mettre justement le lien vers l'espace de publication du cadre d'Interop, où vous allez pouvoir retrouver les différents éléments sur le CDAR de niveau 2, niveau 3, et vous verrez qu'il y a un certain nombre de volets aussi disponibles et la possibilité de nous envoyer un mail si vous avez des questions plus précises à poser. Je trouver le lien, je vous mets ça dans Ouais. le chat. Oui, parce que pour compléter, il y a le cadre qui effectivement définit la structure globale des documents, mais vous verrez qu'il y a une application pour décrire plein de types de documents différents et le structurer d'une certaine manière pour qu'il puisse être compris par différentes machines. Donc, il y a aussi s'inspirer de ce qui existe déjà. Alors, le cadre d'interop s'enrichit chaque année, mais ça peut être intéressant, ça donne des idées de cas d'usage qui peuvent être mises en place. Ouais. Comment alors, il y a Pierre Gassa qui demande comment recevoir des résultats de laboratoire sur une balle MS Santé. Et je me demande si on n'y a pas déjà répondu. Il me semble que j'ai déjà expliqué Oui, que si, ouais, tout à fait. La question a déjà été traitée. Ouais. rapidement, il faut rentrer en contact avec le laboratoire et ça dépend de votre position. Mais si vous êtes patient, normalement, si vous avez ouvert et vous autorisez l'ouverture de, enfin, c'est pas que vous autorisez, c'est que si vous ne vous opposez pas à l'ouverture de mon espace santé, vous devriez le recevoir normalement automatiquement, ou vous pourrez le faire la demande auprès du laboratoire. De la même manière, si vous êtes professionnel ou dans une structure ou directeur d'une structure, vous pouvez aussi demander avec vos laboratoires partenaires de vous envoyer les éléments sur une boîte MS Santé que vous fournirez et vous pourrez les recevoir en fonction des patients que vous aurez adressés. Dans ce cadre-là, c'est vraiment, entre autres, réservé aux médecins traitants de recevoir et aux médecins prescripteurs de recevoir le résultat de laboratoire d'un patient qu'il aurait adressé au laboratoire ou que le patient ait choisi d'aller dans ce laboratoire. Pour Nicolas, il y a une adresse, je crois, sur le CISIS, je ne sais pas exactement, c'est cisis@isanté.gouv.fr ou je ne sais plus exactement ce qu'on avait mis en place.
Mais globalement, derrière la boîte, il y a des gens comme Anne, voilà. Donc, en gros, c'est bien, ça permet de centraliser. Je crois que c'est Sysis, faudrait qu'on vérifie l'adresse mail pour pouvoir contacter l'équipe Interop. Je la recherche pendant ce temps. Ah, voilà. Ouais, c'est ça, c'est ci-6@isanté.gouv.fr. Voilà. Ah bah tu l'avais pas, franchement. J'avais pas vu que tu l'avais, j'étais en train de chercher. Parfait. On a une autre question entre-temps. Alors je sais pas y répondre. Les labos ont des problèmes de certificat lors de l'envoi au médecin sur leur MSS, c'est bloquant. Il nous faudrait plus d'éléments, je pense, parce que les certificats, en tout cas dans l'espace de confiance, ils sont plutôt entre opérateurs MS Santé, pas nécessairement entre les clients et les opérateurs. Donc c'est peut-être un problème contextuel à un opérateur, il faudrait plus d'éléments. On ne connaît pas. En tout cas, on n'a pas à notre connaissance à l'heure actuelle de pratiques particulières sur les labos. Alors, on parle bien de labos de biologie médicale, hein, parce qu'il peut y avoir des laboratoires Ah oui. d'ANAPAD déjà, pas dans le même contexte. Oui, donc on parle bien de laboratoires de biologie médicale, parce que les certifiés, on n'a jamais trop eu ce problème-là, c'est assez facile l'équipement, mais c'est peut-être entre l'éditeur et l'opérateur que ça pose question. Ouais. Bah, du coup, vu que vous êtes 6 à la CEPAM 33, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'effectivement, comme vous le savez sans doute, on échange avec tous les mois là, enfin, je crois que c'est encore tous les mois avec Nouvelle-Aquitaine, ou peut-être tous les 2 mois, mais en tous les cas, il y a un travail qui est fait avec votre DCGDR tous les mois, et puis avec l'ARS, le grade. C'est peut-être intéressant de le faire remonter dans nos réunions de pilotage opérationnel, c'est comme ça qu'on les a appelés, des réunions très régulières avec les régions. Donc, je pense qu'on peut peut-être, vous pouvez peut-être faire remonter ça, et puis on essayera de clarifier là justement directement au sein de votre territoire. Ça peut être une idée, ouais. Moi, je note votre nom, et puis je note la question, et puis on essaiera de l'aborder à ce moment-là, ouais. Oui, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. C'est là, on est dans un contexte établissement de santé, mais il faut se dire, comme le disait Anne, c'est que tous les mois, ou très 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 régulièrement, en tout cas tous les mois ou tous les 2 mois, on échange avec les régions pour remonter les problématiques. Et comme ça, si vous avez des questions, c'est vraiment le bon premier relais. Vous voyez, je vois Nicolas Morzol, c'est quelqu'un qui est également en PACA. J'en ai vu plusieurs là qui sont là aussi pour pouvoir répondre aux questions. Et si jamais il y a des problématiques, on prend le temps à chaque fois d'y répondre et de trouver des solutions. Donc, c'est aussi un bon moyen de pouvoir avoir des réponses en passant par l'ARS et le grade, et des CEPAM, évidemment, d'un point de vue plus libéral sur MS Santé. Ouais. Nicolas nous demandait justement si on avait connaissance des établissements qui envoient les CRH en CDAR2 niveau 3. Moi, je ne sais pas, ça ne me dit rien. Je ne sais pas si on a ce type d'indicateur, j'en suis pas convaincue à date. Je pense qu'on ne sait pas. De toute manière, par contre, dans les DSR, ce qui est demandé, c'est le niveau 1. Si je Oui. dis pas de bêtises, côté. Ouais. Alors, sauf pour la bio. Moi, je suis pas. Ouais. Ouais. Pardon? Oui, sauf pour la bio. Oui. Non, on ne sait pas. En fait, théoriquement, il y en a beaucoup qui pourraient le faire, mais c'est encore de la théorie. Normalement, tous les services qui vont être déployés dans le cadre de Ségur devraient être en capacité de le faire. Maintenant, on n'a pas l'indicateur qui dit, ben, voilà, cet établissement, il a envoyé tant de contrats, tant de compte rendu d'hospitalisation au format CDR de niveau 1. Alors, on est en train de réfléchir un peu sur ces indicateurs-là, mais aujourd'hui, on n'a pas ces éléments-là.
Et est-il possible de mettre à disposition des caisses d'assurance maladie un annuaire par département, par numéro d'assurance maladie? Au jour d'aujourd'hui, le fichier fourni est national et trop lourd pour être utilisé en local. Alors, par numéro d'assurance maladie, déjà, c'est compliqué parce que nous, on n'a pas forcément toujours la correspondance assurance maladie RPPS ou ADELI. Donc déjà, ça, c'est compliqué. Et ensuite, j'entends que c'est une possibilité. Ce serait intéressant, effectivement, de voir avec les équipes annuaires pour pouvoir isoler, faire une recherche et isoler l'extraction par département ou par région, etc. Ouais. Parce que j'imagine, enfin, je me suis peut-être allé trop vite dans la réponse, mais j'imagine que c'est évidemment la liste de l'annuaire des professionnels enregistrés et qui ont une messagerie que vous souhaitez avoir. Je comprends que le fichier peut être un peu lourd, mais actuellement, on n'a qu'un export large comme ça. Il y aura prochainement une réflexion sur un protocole standard pour interroger n'importe quelle balle MSS. En attendant, l'ANS ne pourrait-elle pas fournir un outil permettant d'interroger n'importe quelle balle MSS? Je peux essayer de répondre. Ouais, je t'en prie. Effectivement, on n'en a pas parlé, c'est pas vraiment l'objet, effectivement, surtout aujourd'hui côté établissement, mais ça aurait pu. On vous a dit effectivement qu'on avait bien une standardisation qui marche très bien entre opérateurs, c'est-à-dire les échanges, l'interopérabilité entre opérateurs se fait très bien. Par contre, on sait aussi que, en particulier dans le monde libéral, mais pas uniquement, on n'a pas véritablement, c'est bien de le dire, d'interopérabilité entre opérateurs et clients de messagerie. Aujourd'hui, en tout cas, et c'est vrai qu'on a démarré une démarche depuis le début de cette année pour essayer de trouver une solution à cette, et en particulier une interface interopérable entre éditeurs de logiciels de clients de messagerie MS Santé et opérateurs. C'est une difficulté. Effectivement, la piste que vous indiquez, on ne pense pas qu'elle soit réaliste ou faisable. Effectivement, nous, en tant qu'ANS, je veux dire, on aurait les mêmes difficultés que tout le monde. On ne sera pas en mesure d'interfacer n'importe quel opérateur. Donc, on n'a pas ce type de solution-là, d'offrir effectivement un outil qui permettrait d'accéder à toutes les boîtes aux lettres. Nous, on prend le sujet sous l'angle effectivement plutôt d'une API standard. Ça va mettre du temps, hein, c'est certain, puisqu'il faut déjà effectivement qu'on impose, et qu'on travaille, on a commencé avec eux, mais travaille avec les opérateurs pour que chacun des opérateurs implémente cette interface pour qu'enfin ça puisse profiter à l'ensemble de l'écosystème. Donc voilà, donc on travaille activement avec les industriels en particulier ou les opérateurs en ce moment sur ces sujets pour essayer de débloquer cette partie importante quand même en termes de déploiement terrain. On est arrivé au bout. Ouais. Ouais, tout à fait, il est 15h. Bah, écoutez, on vous remercie tous pour votre présence à ce webinaire. Il y en aura d'autres, hein, vous inquiétez pas, on va transformer l'essai et puis vous proposer régulièrement des temps d'échange. Et sinon, bah, on reste à votre disposition d'ici là. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée, à bientôt. Au revoir.